êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler de la Juris Day, le salon de l'étudiant en droit. On parlera également de MyLéo, une plateforme d'action collective. Et enfin, des droits à l'image des footballeurs. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Constance, créatrice de la chaîne YouTube Le droit en 5 minutes. Constance, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi créez-vous la Juris Day ? La Juris Day, c'est le tout premier salon de l'étudiant en droit qui a vocation à mettre en lumière les études de droit, mais aussi de créer un lien direct entre l'étudiant et le professionnel. Et donc, à travers cette journée, j'ai vraiment envie d'accueillir des influenceurs du droit notamment, qui tiendront des micro-conférences et permettre aux étudiants de rencontrer les personnalités, les professionnels et créer donc ce lien direct qui peut un petit peu manquer dans les études de droit. Et ce salon donc, est soutenu par Memosia, Avostage, EF Formation, Henrik B Édition et la prépa d'Alloz qui me soutiennent à travers ce projet. Quels vont être les temps forts de cet événement ? Alors, il va y avoir 3 temps forts. Le premier, ça va être les micro-conférences qui sont donc animées par les influenceurs du droit, comme Rémi Dandan, Jurixio, Laura Bouvier ou Grégoire Dossier. Il y aura également des ateliers CV, lettres de motivation pour permettre aux étudiants vraiment de faire leur CV, etc. Et il y aura également une banque de stages, donc des professionnels qui vont venir donc, sur le salon, proposer des stages, des CDD, des CDI aux étudiants qui le désirent et comme ça, permettre aux professionnels de rencontrer des futurs stagiaires en direct. Qu'est-ce qui fait quand on est étudiante en droit comme vous qu'on se décide à lancer un événement comme ça ? Alors, j'ai mûri le projet au mois de juillet, donc ça fait pas si longtemps que ça. C'est vrai que moi, je m'engage auprès des étudiants à travers ma chaîne YouTube et j'avais envie aussi de mettre un petit peu plus de concret. C'est ce qui peut manquer un petit peu quand on a un métier sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie d'aller plus loin dans mon engagement auprès des étudiants et de permettre notamment aux étudiants de retrouver à travers ce salon, de combler les petites carences qu'on peut trouver dans les études de droit, pour leur faire découvrir des métiers et participer à des conférences. Peut-être un mot sur votre chaîne YouTube ? Oui, tout à fait. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a 1 an, Le droit en 5 minutes. Cette chaîne, elle a vraiment vocation à aider les étudiants dans leur révision. Je l'ai créée pendant le confinement d'ailleurs pour ça. Et puis actuellement, elle a 9000 abonnés. Et puis j'essaye de développer mon activité autour de l'entraide étudiante principalement. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre chaîne YouTube ? Des vidéos de droit sur les cours notamment, il y a plus de 300 vidéos, je donne des conseils étudiants, de la motivation énormément et aussi des vidéos de 5 minutes sur des notions de cours. Pour finir, qu'est-ce que vous attendez de la Juris Day ? Alors, ce que j'attends de la Juris Day, c'est surtout que les personnes aient envie de revenir. C'est une première édition et ça a vocation évidemment à se développer l'année prochaine dans d'autres villes que Lyon. Et puis permettre aux étudiants vraiment de repartir avec des réponses à leurs questions et permettre aux professionnels d'être fiers d'avoir participé à cette première édition qui aura lieu donc le 26 mars 2022 à Lyon. Eh bien, on donne rendez-vous à tout le monde, donc le 26 mars 2022 à l'Hôtel Mercure à Lyon. Merci Constance d'être passée sur notre plateau. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside et je suis en compagnie de Christophe Legvac, avocat et créateur de la plateforme MyLéo, une plateforme d'action collective dont on va parler dans quelques instants. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que MyLéo ? MyLéo, c'est une plateforme numérique pour faciliter la mise en relation entre les avocats et les clients sur simplement les actions collectives. On sélectionne des actions en fonction de certains critères et on propose à des personnes qui ne se connaissent pas de se retrouver grâce à la plateforme et d'agir ensemble sur le principe que l'union fait la force. Concrètement, comment ça marche ? Concrètement, vous avez la plateforme qui est un accès libre, vous cherchez l'action qui vous intéresse, quand vous l'avez trouvée, vous vous inscrivez en ligne, vous avez une convention d'honoraires qui est signée en ligne avec directement l'avocat, vous payez en ligne et vous remettez en ligne la plupart des pièces qui sont nécessaires pour cette action. Et après, derrière, il y a tout un back-office qui permet à la plateforme de faire un pré-traitement des pièces et mettre notamment le bordereau de communication de pièces. L'idée pour l'avocat, c'est de se libérer du temps de cerveau disponible pour réfléchir au plus précisément possible sur le fond du dossier et être libéré de toute l'intendance. Quels sont les types d'actions qu'on trouve sur votre plateforme ?
Alors au départ, nous avons des actions collectives dites équitables. Nous avons notamment des actions médicales, le fameux dossier de lévothyrox ou chlordécone. Et puis là, on est en train d'ouvrir un petit peu le champ des possibles avec des actions plus consommation, plus grand public. Et on prépare prochainement une action contre un grand fabricant automobile qui a commis des fautes lucratives et nous allons lui demander de rendre des comptes. Quelle est la plus-value de votre plateforme? Alors, il y a deux types de plus-value. Il y a une plus-value pour les clients, c'est qu'ils peuvent accéder à la justice pour un coût qui est somme toute raisonnable, puisqu'on a une mutualisation des coûts. Et pour l'avocat, on a en quelque sorte un cabinet dédié qui se crée action par action, ce qui lui libère du temps encore une fois et qui lui permet de se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire au droit, à la plaidoirie, à la préparation du dossier. Vous avez dit un coût raisonnable, ça coûte combien le coût moyen? C'est très variable, ça dépend du nombre de participants, de la complexité de l'affaire, mais on peut, dans le dossier de lévothyrox, il y a eu 4000 personnes qui ont payé 96 €. Donc c'est très raisonnable. Dans les dossiers plus techniques, puis des expertises, ça peut monter à 500, 600 €. Et ça va dépendre aussi du nombre de personnes qui peuvent participer. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous des actions collectives qui ont été lancées sur votre plateforme? Alors, je ferai d'abord un bilan très sévère des actions collectives en général. La fameuse loi sur l'action de groupe de 2014, La loi Hamon. la fameuse loi Hamon, est un échec complet, mais c'était prévisible, voire programmé. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé cette plateforme pour offrir un outil aux particuliers, aux syndicats, aux associations, pour justement se réunir et réaliser enfin des vraies actions collectives. On a gagné l'action lévothyrox, on est en cours de procédure dans le dossier chlordécone, dans le dossier Linky ou dans d'autres dossiers. On construit le paysage de l'action collective en France. Donc nous sommes dans une phase d'exploration. On invente beaucoup, on crée beaucoup d'outils. C'est passionnant, c'est aussi très stimulant. Et on espère qu'à l'avenir, on va avoir toujours plus d'actions et toujours plus de victoires. Pour terminer, quelles sont les perspectives de développement de votre plateforme? Là, nous sommes en train de développer une plateforme qui sera le plus possible ouverte en B2B, c'est-à-dire permettre à des avocats qui ne sont pas forcément dans mon cabinet de venir et utiliser tout seul l'outil. Et à terme, plus lointain, ça sera de voir si nous pouvons dupliquer cette plateforme à un niveau européen. Eh bien, merci Christophe Merci. d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Vous êtes toujours dans Lex Inside sur Décideur TV. Les droits à l'image des footballeurs sont-ils lésés? On en parle tout de suite avec mon invité, Élie Dautelonde, avocat fondateur d'Élie Dautelonde Avocat. Élie Dautelonde, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de parler de l'action que vous avez menée contre Panini, un mot pour savoir comment sont gérés les droits à l'image des footballeurs actuellement. Quel est le droit positif? Alors, pour répondre à votre question, il faut d'abord distinguer selon qu'on est dans le cadre d'une compétition sportive ou non. Alors, dans le cadre d'une compétition sportive, le Code du sport prévoit que les fédérations sportives et les organisateurs de cette compétition sont propriétaires des droits d'exploitation de cette manifestation sportive. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent exploiter l'image des sportifs qui participent à cette compétition sans leur autorisation. Par contre, quand on est hors compétition sportive, on distingue traditionnellement deux grandes catégories de droits à l'image. L'image collective et l'image individuelle. Alors, l'image collective, c'est quand il y a 50% de l'effectif qui est normalement présent sur le terrain, qui est représenté de manière similaire et sur un même support. Pour illustrer mon propos, c'est par exemple le cas de la pub Nivea avec des joueurs du Paris Saint-Germain. Quand on est en dessous de ces 50% de l'effectif présent sur le terrain, on est dans ce qu'on appelle l'image individuelle. C'est par exemple le cas de la jaquette du jeu vidéo FIFA 22 dans lequel on voit le joueur Kylian Mbappé qui apparaît de manière individuelle. Alors, s'agissant de l'exploitation de ces différents droits à l'image, il faut se référencer à la charte du football professionnel qui a valeur d'accord sectoriel. Qu'est-ce qu'elle dit alors? Alors, elle impose au club en matière de droit à l'image collective de recueillir le consentement de son salarié via le contrat de travail ou par un avenant à ce contrat de travail. Et s'agissant de la commercialisation du droit à l'image individuelle de son salarié, la charte impose au club de recueillir le consentement pour chaque opération. Donc en fait, on est ici dans une situation assez classique qui est que l'employeur recueille le consentement de son salarié pour exploiter son image. Là, on est dans une situation
beaucoup plus inédite, c'est que la charte prévoit lorsque plusieurs joueurs de plusieurs clubs sont représentés, l'exploitation de l'image de ces joueurs ne peut être réalisée qu'avec l'accord et au profit exclusif du syndicat. Alors si tout d'abord on peut se poser la question d'un point de vue purement philosophique sur la légitimité pour un syndicat de commercialiser l'image de ses adhérents, cette situation elle interpelle d'un point de vue juridique et cela pour plusieurs raisons. Comme vous Qu'on le savez, comprenne bien, donc vous représentez plusieurs joueurs de football de Ligue 1 qui ont décidé d'attaquer Panini, la célèbre marque de vignettes de joueurs de foot, exactement. parce qu'ils s'estiment lésés de leur droit à l'image. Ils s'estiment lésés de leur droit à l'image pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils n'ont jamais autorisé cette exploitation. Alors, en face, notamment le syndicat nous dit que le joueur, en fait, céderait son droit à l'image au moment où il adhère à ce syndicat. Problème, c'est quand on lit le bulletin d'adhésion de ce syndicat, il manque certaines mentions qui sont prévues à peine de nullité par le Code du sport en matière de contrat de droit à l'image. Quelles Donc, sont ces mentions? c'est rapidement de manière assez classique, c'est une limitation dans le temps, précision des supports, savoir s'il y a une contrepartie ou non. Or, rien n'est prévu aussi bien dans la charte que dans ce bulletin d'adhésion. Donc, du coup, qu'est-ce que vous réclamez pour ces joueurs? On demande la réparation en fait du préjudice d'avoir vu son image exploitée sans son autorisation, parce que ça c'est une jurisprudence constante qui dit que dès lors qu'on voit son image exploitée alors même qu'on n'aurait pas consenti à cette exploitation, cela ouvre droit à réparation. Et puis le préjudice il est quand même aggravé par certaines circonstances. La première est l'ampleur de la diffusion. Il faut savoir que ce sont plusieurs milliards de vignettes qui sont vendues rien qu'en France. Ensuite, sur la surface éditoriale, parce que chaque joueur est représenté au minimum 2 fois dans chaque album, une première fois seul et une deuxième fois avec l'ensemble de l'effectif. Et puis, préjudice encore aggravé du fait de la commercialisation non interrompue et continue des albums Panini de Ligue 1 sur le site panini.fr, et cela jusqu'à à peu près jusqu'au mois de décembre, parce que ce qu'on a fait constater, c'est que depuis le mois de décembre, donc quelques mois après qu'on ait enclenché notre action, Panini a retiré de la vente la quasi-totalité des albums de Ligue 1. Quel serait le bon système pour conclure de gestion des droits à l'image des joueurs de Ligue 1 pour vous? Alors, un bon système serait notamment, on pourrait prévoir une sorte de centralisation des droits à l'image pour qu'ensuite, ça peut être notamment le cadre de la Ligue, qui négocierait de manière centralisée ses droits à l'image, ce qui permettrait ensuite d'augmenter du coup les montants de cette négociation, et ensuite on pourrait répartir cet argent au prorata, c'est-à-dire que les clubs du top 5 français auraient certainement plus d'argent que les petits clubs, mais les petits clubs bénéficieront du fait que dans la négociation, il y avait aussi les grands clubs, ce qui permet en fait à tout le monde de récupérer plus. Et selon moi, c'est ça la solidarité, et c'est non pas en tirer tous les profits pour ensuite redonner un aumône de 200 € à chaque joueur. On va conclure là-dessus. Merci Elie d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.